Bonjour à tous, dans cet enregistrement on va parler ensemble de marketing et de marketing au temps de crise. En effet, vous savez comme moi, les semaines à venir vont être compliquées, on ne sait pas exactement à quelle sauce on va être mangé, et qui va souffrir le plus, qui va en sortir de cette crise-là. Alors à chaque fois, moi je dis toujours, la crise c'est à la fois une crise certes, mais c'est aussi un moment où on peut sortir son épingle du jeu. Il y a toujours des opportunités à prendre, enfin quasiment tout le temps. Ça dépend bien sûr si de son contexte, hein. Si on est restaurateur et qu'il n'y a plus personne dans son restaurant et qu'on n'a pas beaucoup de trésorerie, certes il n'y aura pas beaucoup d'opportunités à saisir, mais si on a un petit peu de cash, si on a du temps, si on a la possibilité de pouvoir avoir suffisamment d'économies pour anticiper son changement, c'est possible en fait de revoir son positionnement. Il n'y a pas très longtemps, j'en parlais avec Grégoire Gambato, là, mon collègue qui a écrit avec moi le livre de Growth Hacking, qui avait tout simplement sa boîte où il faisait uniquement de la prestation de growth hacking. Pendant la partie confinement, ils ont fait de la formation, donc formation, coaching, etc. Et bien sûr, ça n'a jamais compensé le chiffre d'affaires qui manquait, mais ça fait, je crois, 10% ou 20% de son chiffre d'affaires. Et là, maintenant, il va décider en fait de vendre des logiciels pour assurer un business beaucoup plus pérenne, puisqu'un business avec du récurrent qui sont un abonnement à des logiciels, tout de suite, c'est beaucoup plus efficace. Donc voilà, donc la crise, on va pas y revenir, elle est là, et là en fait justement il y a Gabriel de 1 minute 30 qui tout simplement m'a écrit cet article-là que je vais commenter et apporter mes propres remarques. Ce qu'il dit en fait au départ Gabriel, c'est que tout simplement il y a certaines personnes qui ont été touchées immédiatement avec la crise, d'autres en fait c'est un petit peu plus long. Pourquoi? Parce que comme nous, moi par exemple, je vois bien que les appels d'offres sont un peu moins nombreux, les gens restreignent leur budget, et on verra à la rentrée si les gens continuent de remettre en fait leur budget ou si les budgets sont gelés. Donc voilà, il y a une période qui va être difficile qui va être à venir, et en fait il va falloir faire plus de marketing. Pourquoi plus de marketing? Parce que tout simplement, il y aura moins de prospects, il y aura moins de budget ou des budgets plus restreints, il va falloir donc être beaucoup plus convaincant, quitte, comme le dit Gabriel, à accepter en fait de ne pas vendre tout de suite. Et c'est vrai que ça c'est un message qu'on n'entend pas souvent, parce que souvent en fait on dit voilà, il faut investir en marketing pour être plus connu, pour saisir les opportunités. Gabriel il explique oui, il faut investir en marketing maintenant pour pas être oublié plus tard. Et ça c'est vrai. Par exemple là, pendant la période estivale, souvent la plupart des gens disent non mais moi je vais plus publier d'articles de blog, je vais plus publier en fait de vidéos sur YouTube. On met en pause, de toute façon il y a quasiment plus de trafic, et c'est vrai que il y a à peu près 30-40% de trafic en moins, certes. Mais ce qui se passe, c'est que vous avez pendant cette période-là aussi moins de concurrence. Et vous pouvez comme ça gagner de la visibilité, des places et des positionnements dans Google pendant cet été-là, et après pouvoir les récupérer à la rentrée. Et donc voilà, c'est pendant cette contraction-là, Gabriel dit voilà, c'est le moment de faire du marketing, puisque on va pouvoir repositionner son offre, on va pouvoir faire du télétravail, etc., etc. Donc lui, il propose 10 actions simples à mettre en place en temps de crise. Alors la première, c'est vrai que j'en ai déjà parlé, c'est revoir son positionnement. Tout simplement parce que avec cette période de crise, les gens vont devoir se dire mais ok, pourquoi je vais acheter votre produit plutôt qu'un autre? Et donc là, il faut savoir se dire quelles sont les raisons. Si par exemple vous positionnez votre produit comme un outil de prospection, ça va être un peu compliqué puisque on voit bien, moi j'avais fait une étude il y a pas très longtemps sur, je crois qu'il y avait 300 personnes qui avaient répondu. Sur les 300 personnes, il y avait 10 ou 20% à peine qui évoquaient le fait qu'ils vont plus prospecter. Tandis que les gens qui disaient voilà, on va essayer de sécuriser le business et on va essayer d'économiser de l'argent, ou alors on va faire économiser de l'argent, prospecter et un truc un peu, c'était ce qui était le plus important. Donc je crois que c'était un tiers sur la fidélisation, un tiers sur les économies et un tiers qui faisait un peu des trois, et à peine 10% qui faisait de la prospection. Donc il faut rechanger son positionnement et vérifier en fait qu'on a bien les bons arguments. Par exemple, si vous vendez comme nous des logiciels de centre de contact, le fait de dire voilà, on peut faire du télétravail, vous pouvez déployer très facilement du travail à distance auprès de vos collaborateurs, c'est un nouvel argumentaire qui va être choc. Voilà. Donc il faut revoir en fait vos positionnements, revoir vos personas, quelles sont les nouvelles habitudes, quels sont les nouveaux besoins, quelles sont les nouvelles peurs qui arrivent avec ça. Par exemple, vous pouvez expliquer que votre produit permet d'économiser de l'argent parce que il permet, par exemple, si moi je parlerai des solutions de centre de contact, si on peut faire du télétravail, ça veut dire que vous avez besoin de moins de personnes au bureau, que vous allez pouvoir économiser comme ça de l'argent. Si jamais il y a un nouveau confinement, vous serez capable en fait de mettre les gens à travailler à la maison et une partie au bureau.
vous allez pouvoir économiser sur les frais de communication. Bref, voilà, on explique un petit peu tout ça, on repositionne l'offre et on peut même repositionner totalement son offre. C'est-à-dire qu'on va pouvoir sortir une nouvelle offre qui est par exemple sécurisation de business ou économie ou des choses comme ça, ou dans mon cas de figure, par exemple une offre de télétravail, enfin de centre de contact en télétravail spécifique là-dessus. Voilà. Deuxième chose, refaire son site. Alors ça, c'est quelque chose que moi je fais tous les 2 ans. Parce que tout simplement, tous les 2 ans, on voit bien que le design du site est plus trop à la mode, même si c'est de la retouche et des choses comme ça, moi je préfère le faire. Ce que je fais généralement, moi, c'est que je change uniquement l'habillage, c'est-à-dire que je vais sur ThemeForest, qui est un site internet où on trouve des modèles de sites web, et en fait, je garde toujours le moteur WordPress, le contenu il bouge pas, mais par contre je change le design, ça me prend pas très longtemps, je récupère un design, je mets ma charte graphique derrière, et bim, c'est fait. Donc voilà, donc c'est des choses que justement on n'a pas le temps de faire quand on est en pleine activité. Retravailler son site internet, c'est un temps, c'est de l'argent, c'est du budget. Puisqu'on a une petite baisse d'activité, on se dit bah tiens, je vais moderniser mon image, je vais moderniser mon look, et les équipes comme ça peuvent travailler là-dessus et surtout travailler sur la conversion. L'autre point, c'est bien sûr le référencement, et ça, le référencement, on sait que c'est 3, 6 mois, 9 mois pour que ça commence à donner des résultats. Donc en fait, ben voilà, on va pouvoir se dire, certes il y a une baisse d'activité, ben on va commencer à créer du contenu pour se positionner sur des recherches qui seront beaucoup plus visibles et qui donneront plus de résultats d'ici quelques temps. Donc vraiment, moi ce que je vous invite vraiment à faire, c'est faire des contenus longs. Des contenus longs, c'est des contenus moi dans le domaine du marketing, c'est quand même 1500 à 2500 mots pour commencer à être visible sur un mot-clé, plus en fait des liens internes du site internet, plus des liens externes qui vont pointer vers là, ce qui permet d'aller faire booster sa page. Donc c'est vraiment important de se dire ok, ben voilà, on a peut-être une plus faible activité, les gens ils sont au bureau, et ben par exemple moi on a des consultants, on a des avant-ventes, ils sont un peu moins bookés avec des dossiers, et ben on dit tiens on se prend une heure, on se prend une après-midi, je prends mon smartphone, je t'enregistre avec mon smartphone, et avec ça tu parles dedans, et comme ça moi j'ai un contenu s'il peut être utilisé directement en interview, je peux le publier sur YouTube, et un podcast, s'il n'est pas disponible directement pour une exploitation sous forme d'un podcast ou d'une vidéo, parce que la personne elle hésite un peu, c'est pas très clair, c'est pas assez cohérent dans la structure du texte, et ben en fait on fait transcrire ça en format texte. Alors vous avez Trint qui existe, vous avez plein d'outils de transcription qui existent, un Euphonic aussi par exemple, qui permettent en fait de transcrire le texte en la vidéo ou l'audio en texte, et ensuite vous pouvez le récupérer pour un article que vous allez en fait optimiser. Quatrième chose que recommande Gabriel, c'est mettre en avant des bonus sur votre site web pour améliorer la conversion. Parce que c'est vrai que vous allez avoir moins de personnes, et donc tout simplement il faut se dire, bah voilà, je vais essayer de les attirer. Donc le contenu que vous allez mettre sur votre site va attirer plus de trafic, mais il faut que ce trafic-là, en fait, qui rentre dans un tunnel, et qu'on ait au fur et à mesure, en fait, des gens qui passent de visiteurs du site web en abonnés à la newsletter, et ensuite en prospects. Et pour cela, en fait, tout simplement, il faut des bonus, et plus on aura un bonus contextualisé sur un sujet précis, plus vous aurez de chances de convertir. Par exemple, moi sur mon site, il y a certes un guide sur le blogging, j'ai aussi un guide sur le challenge avec les médias sociaux, j'ai une mini formation sur la génération de trafic, ou des choses comme ça, bref. Donc en fait, vous allez pouvoir créer plusieurs types de bonus. Il n'y a pas longtemps, par exemple, j'ai créé un modèle de cahier des charges pour un centre de contact. Juste avant, j'avais créé un modèle de cahier des charges pour une solution de chatbot. Et donc là, on est vraiment sur des contenus qui vont être de plus en plus précis et qui vont être de plus en plus avancés dans le cycle d'achat. C'est-à-dire que j'ai pas choisi, par exemple, le guide pour le centre de contact, c'est le glossaire ou le lexique ou l'encyclopédie du centre de contact, parce qu'en fait, ça sert à rien. Le glossaire du centre de contact, ça va intéresser des gens qui n'ont pas encore de centre de contact ou qui sont vraiment tout au début, c'est des étudiants. Par contre, si je vais à l'autre bout du spectre, si je fais en fait un modèle de cahier des charges pour mettre une solution de centre de contact, j'arrive vraiment sur la fin. Si je faisais un guide d'achat, un comparatif, je serais sur la fin. Donc il vaut mieux se concentrer sur la création de contenu qui font sur la fin du cycle de vente pour avoir des gens qui sont vraiment sur la décision plutôt que sur des contenus qui vont être sur la phase de réflexion, la phase d'information, qui elle peut durer très longtemps. Dans le domaine de centre de contact, c'est 9 mois ou 1 an, voire plus, pour qu'il y ait une commande qui soit faite. Cinquième chose, enrichir les données de sa base de prospects. Alors ça c'est un travail en fait qu'on a relativement peu de temps de faire quand on est
en pleine bourre parce que les commerciaux n'ont pas le temps, ils se concentrent sur les prospects, etc. Donc l'enrichissement peut se faire de plusieurs manières. La première chose, en fait, tout simplement, c'est d'utiliser des outils comme dropcontact.io qui permet en fait de prendre un fichier Excel. Donc vous faites un extract de votre CRM, vous envoyez ça sous la forme d'un fichier Excel à dropcontact. Dropcontact va vérifier les codes NAF, les secteurs d'activité, éventuellement mettre des emails ou des numéros de téléphone, et ensuite vous réinsérez ça en mise à jour dans votre CRM. Et ainsi vous avez un CRM que vous allez pouvoir cibler et segmenter, par exemple les gens qui sont dans l'e-commerce, les gens qui sont dans le retail, etc., etc. Et avec ça, vous allez ensuite envoyer des messages beaucoup plus précis, beaucoup plus ciblés. Vous pouvez également supprimer tous les contacts un peu obsolètes quand vous faites un tour avec les emails erronés. Tiens, la personne, l'email marche plus. Mais c'est sans doute pas parce que la personne est morte, hein, malheureusement, mais c'est parce que la personne tout simplement a changé d'entreprise. Donc peut-être que cette personne qui avait un poste intéressant, qui était directeur, qui était directrice, qui était responsable, etc., etc., elle a changé dans une boîte, changé de poste et qu'elle est dans une autre boîte, et vous pouvez dire, tiens, je vais les contacter elle. Vous pouvez la retrouver sur LinkedIn comme ça. Donc ça peut être d'autres informations intéressantes à aller rechercher. 6e point, la fidélisation client. Alors pour moi, en fait, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est essentiel. Parce qu'en fait, quand on est dans une situation de difficulté économique, ce qui est le plus facile, c'est de vendre à ses clients existants des choses, et surtout de sécuriser son business en gardant ses clients existants. Donc bien sûr, on peut parler de programmes de fidélisation avec des bonus, des trucs à gagner. Mais c'est déjà important d'écouter ses clients avec des enquêtes de satisfaction régulières pour éviter d'avoir des clients qui ne partent parce qu'ils sont insatisfaits, parce qu'il y a un problème sous-jacent, parce qu'il y a un problème de performance produit, parce que ils ont été mal reçus au service client. Bref, écoutez ces clients, savoir s'ils veulent partir, s'ils veulent pas partir, la note qu'ils donnent. Vous envoyez une enquête comme ça, NPS, à l'ensemble de vos clients. Généralement, on fait soit en one shot si on veut faire vraiment une photo au jour J, soit on commence par des tiers. On fait un tiers au premier trimestre, un tiers au second trimestre, etc. Et comme ça, on peut voir aussi l'évolution de la fidélité de ses clients et des notes. Donc, le programme de fidélité, c'est donc travailler sur l'expérience client, travailler sur le parcours client, et voir un petit peu comment on va pouvoir faire passer en fait des clients qui sont insatisfaits à clients satisfaits et des clients qui sont satisfaits à des clients qui sont promoteurs de votre marque. Et là, c'est par exemple les écouter, faire des promotions, améliorer les produits, améliorer les services, travailler sur les effets waouh, comme par exemple avec le bouquin que je vous conseille de lire qui s'appelle Ces moments qui comptent, qui permet en fait de créer un moment waouh. 7e point, travailler sur son appel à l'action. Alors, il y a donc Gabriel dans son article, il parle de mettre en place un programme de démo sans engagement. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est classique quand on vend du logiciel, mais ça peut être d'autres choses. Par exemple, si vous êtes consultant, vous pouvez très bien proposer un audit gratuit. Un audit gratuit de 30 secondes ou 15 secondes. Pour éviter d'avoir trop d'appels et trop déborder, ce que vous faites, c'est que vous mettez en fait un formulaire en amont. Vous dites voilà, si vous voulez en fait avoir cet audit de 15 minutes, 30 minutes, en amont, il y a juste quelques questions à remplir, ce qui permet en fait d'éviter des touristes, de pouvoir filtrer les étudiants, les gens qui sont hors cible, et dire par exemple non, désolé, je ne peux pas répondre. Bien sûr, vous mettez ça en avant en disant voilà, comme mon temps n'est pas extensible et que je ne peux pas coacher tout le monde, je vous remercierai de remplir ce questionnaire, et comme ça en fait je vais essayer de coacher par exemple ou faire un audit à une personne par jour chaque jour, et vous aurez peut-être une chance d'être sélectionné. Voilà, comme ça en fait vous n'êtes pas trop déceptif et en même temps vous filtrez les gens sans les vexer. Voilà. Donc vous pouvez travailler à l'offre. L'offre, ça peut être une offre gratuite, X jours, ça peut être une offre à 1 euro. D'ailleurs, souvent les offres à 1 euro sont plus intéressantes que les offres gratuites. Pourquoi? Parce qu'une offre gratuite, en fait, la personne, elle va souscrire à l'offre, et comme elle aura rien payé, elle dira, bon, je regarderai plus tard. Par contre, si elle a payé 1 euro, c'est-à-dire qu'elle aura pris sa carte de crédit, elle aura mis sa carte de crédit, et elle aura été débitée d'1 euro. Et 1 euro, psychologiquement, c'est un petit peu d'argent. Voilà. Et donc, ça veut dire que ces gens-là, souvent, on leur met un programme à 1 euro. On a des gens qui sont moins nombreux, beaucoup moins nombreux, mais qui sont beaucoup plus motivés et qui ont beaucoup plus de chances après de convertir en clients. Mettre en place un programme de webinaire, ça c'est vrai que le webinaire c'est quelque chose d'intéressant. Le webinaire a été beaucoup utilisé pendant le confinement. Il y a une petite saturation du webinaire, donc moi je conseille plutôt aux gens d'attendre un tout petit peu avant de reprendre des webinaires, attendre on va dire août-septembre, mais c'est un excellent moyen de garder contact, d'apporter de la valeur, de pas te faire perdre trop aux gens et surtout de proposer un replay parce que les gens souvent ils n'ont pas forcément le temps de regarder le truc, mais si après vous leur dites ben voilà, si vous n'êtes pas là, téléchargez le replay, je vous enverrai les slides, et bien ils peuvent regarder ça et après vous consulter. Non,
attention, un webinaire bien construit doit inciter à convertir. C'est-à-dire que si vous faites un webinaire, vous apportez trop d'informations et vous parlez trop des solutions, qu'est-ce qui va se passer? Enfin, si, en tout cas, si vous êtes consultant, il va se passer une chose très simple. La personne va dire waouh, super, j'ai appris plein de trucs, je vais essayer de mettre 2-3 trucs intéressants et je vais le mettre en place dans mon entreprise et ils vont pas acheter vos produits ou vos services. Ou alors c'est waouh, il y a plein de trucs. Si je sais pas trop par où commencer, il faudra que je vois, je regarderai ça après. Ça, en fait, c'est deux moyens de louper, en fait, son webinaire. Un webinaire doit être conçu pour convertir. C'est-à-dire que vous devez, certes, donner des informations, mais vous devez après dire, tiens, maintenant, passer à l'action avec mon outil. Alors, faut pas non plus faire trop commercial. Si vous faites qu'un truc où il y a à vendre, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous n'allez pas éduquer vos prospects et pas de placer comme un expert. Et deuxième chose, vous aurez de moins en moins de personnes. Voilà. 9e point, l'espace publicitaire. On l'a vu durant le confinement, pendant cette période de confinement, les espaces publicitaires sur Facebook, YouTube Ads ont fortement chuté parce qu'il y a beaucoup moins d'annonceurs. Donc n'hésitez pas après à aller chercher de la publicité payante. C'est important parce que, comme je le disais, soit en fait dans un contexte de crise, soit en fait les personnes se font le dos rond et se disent ah non mais j'économise un maximum et je dépense pas. Et à ce moment-là, en fait, il reste un petit peu dans un circuit fermé. Et s'il n'y a pas une reprise qui se fait au bout d'un moment donné, ça se nécrose l'activité, puisqu'on a de moins en moins de visibilité, moins en moins de clients, et puis on réduit. Soit en fait, on se dit non, mais je vais aller chercher mes clients, mais je vais travailler sur mon taux de conversion. C'est-à-dire que certes, je vais dépenser, par exemple, du Facebook Ads, je vais dépenser du YouTube Ads, du Google Ads, du retargeting, etc. Mais j'aurais calculé le ROI. En particulier, moi, je recommande toujours de mettre en place du retargeting, c'est-à-dire que les gens qui ont visité certaines pages de votre site internet, vous devez absolument les retargeter. Et après, une fois que vous avez fait ce retargeting-là, vous allez pouvoir faire des audiences similaires en disant tiens, cette personne-là qui a commandé mon produit, par exemple, en fait, je vais retargeter tous les gens qui ont un profil similaire sur Facebook, et ainsi je vais pouvoir acquérir des personnes que je ne connaissais même pas, mais que grâce à l'algo de Facebook, en fait, je vais pouvoir cibler. Voilà. C'est également travailler, on parlait des passes publicitaires moins d'un coup, c'est que vous avez dans votre newsletter, vous avez sans doute 80% des gens qui ne lisent pas votre newsletter parce que vous avez 20% de l'ouverture. Vous allez essayer de les choper, ces gens-là, en mettant de la publicité en retargeting, par exemple sur Facebook Ads ou Google Ads. Prenez votre fichier Excel avec votre base d'email de non-ouvreur, vous la mettez dans Facebook Ads, il va créer une audience spécifique, et en fait, tout simplement, vous allez pouvoir la retargeter avec un nouveau canal de discussion. Voilà. Et le dernier point, c'était travailler sur l'acquisition design stratégie. Ça, c'est l'outil de Gabriel qui permet en fait de se concentrer sur la méthode d'acquisition des prospects. Et en particulier, Gabriel me disait il n'y a pas très longtemps, qui travaillait avec certaines marques, qui disaient voilà, oui, on va créer des contenus, et c'est vrai qu'il y a des contenus, comme je disais, un petit peu éducatifs au départ, où on est là pour évangéliser, des contenus qui sont plutôt en évaluation, où on est en train de se dire quelle est la meilleure solution pour faire ceci, cela, comparatif de produits, blablabla. Puis à la fin, il y a le dernier point qui est l'achat, où on a, comme je disais tout à l'heure, le cahier des charges. Et c'est vrai que dans certains secteurs d'activité, parfois, ça ne sert à rien de se concentrer sur la partie d'évangélisation, d'éducation, et qu'il faut plutôt se concentrer sur la partie achat, par exemple la cahier des charges, parce qu'on sait très bien que, comme je vous disais tout à l'heure, les gens qui sont dans le centre de contact, dans mon domaine à moi, ou dans le domaine du CRM, quand j'ai travaillé dans le domaine du CRM pendant des années, faire des articles sur définition du CRM, qu'est-ce que le CRM et tout ça, on est vraiment très très en amont des gens qui vont acheter un CRM, ils sont vraiment en réflexion. Vaut mieux travailler sur, par exemple, comme je disais, cahier des charges de modèle de CRM, enfin de projet de CRM, ou travailler sur un CRM pour Salesforce, des mots-clés comme ça, CRM pour Salesforce, ou des choses comme ça, Salesforce, CTU sur Salesforce, c'est plutôt ça qui est dans le domaine du centre de contact, mais on peut parler d'alternatives à Salesforce, etc., si on vend un CRM autre que Salesforce. Et comme ça, en fait, on va vraiment se concentrer sur quand vient la personne dans le cycle d'achat. Ne pas s'intéresser trop à l'évangélisation, l'éducation, parce qu'on est vraiment trop loin, et plutôt se concentrer sur la fin du tunnel. Voilà. Donc j'espère que ce petit article vous aura bien intéressé. Et de toute façon, si vous voulez en savoir plus, il suffit de taper en fait dans Google,
vous tapez en temps de crise, il ne faut pas faire moins de marketing, mais plus de marketing, 10 actions de marketing à faire en temps de crise, et là en fait vous allez tomber sur l'article de blog qui a écrit Gabriel, et vous pourrez voir le détail, puisque là je vous ai fait une petite synthèse. Voilà, à vous de jouer, et à très bientôt. Ciao, ciao.